Bienvenue sur Plus fort à deux, le podcast qui vous accompagne quand la vie bouscule le couple. Ici, on parle de maladie, de fatigue, de doute, mais on parle aussi de conscience, de transformation et de ce que l'amour révèle quand tout vacille. Nous, c'est Léna et Sylvain. 2 voix, 2 regards et 23 ans d'une histoire d'amour traversée par les épreuves. Si vous vivez une période difficile, ou si vous voulez simplement aimer plus consciemment, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Plus fort à deux. Salut la team, on espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Plus fort à deux et aujourd'hui, on aborde le sujet de la fatigue chronique. Oui, on parle vraiment de la fatigue chronique, pas de la fatigue passagère. La fatigue chronique, c'est vraiment un dysfonctionnement, on va dire, hormonal, état d'épuisement profond qui, malgré le repos, malgré l'inactivité, ne passe pas. La grande subtilité, en fait, la grande complication, c'est que la maladie souvent a une étiquette. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont une maladie diagnostiquée se disent « Ok, j'ai cette étiquette, j'ai telle ou telle pathologie », mais on ne voit pas un peu les dommages collatéraux. Et là, ça fait partie pour moi d'un des plus gros poids de la maladie, au-delà de la douleur, parce que moi, c'est quelque chose de douloureux, oui, physiquement, mais de mon vécu, la fatigue est plus dure que la douleur en elle-même. La douleur, finalement, on vit avec et on s'y habitue, entre guillemets, même s'il y a des pics de douleur qui sont insupportables, mais quelque part, de la même manière, tu t'es jamais réveillé avec un niveau 0 Oui, de de douleur, douleur non plus. mais tu as appris depuis le temps à composer avec. Le problème de la fatigue, c'est que tu pas que tu peux pas composer avec, tu es obligé de composer avec dans ton organisation de journée, mais tu sais pas le matin quand tu vas te lever à quel niveau de fatigue tu vas être. C'est ça, c'est que c'est quelque chose qui demande, déjà la maladie demande à jongler et à s'adapter, mais il faudrait s'adapter quasiment au jour le jour parce en allant se coucher la veille, on n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel on va se réveiller. Alors il y a des jours où ça va être relativement bien ou en tout cas, ça va être supportable et puis il y a ces jours où on va se réveiller complètement mâché par la fatigue, avec un brouillard mental, on n'arrive pas à poser un pied devant l'autre. Évidemment, quand on est fatigué comme ça, les émotions sont à fleur de peau et puis, avec la douleur qui en termes de ressenti, hein, parce que ça ne change pas grand-chose, je pense, en termes physiologiques, mais le ressenti de la douleur va augmenter aussi. Bah, c'est vrai que ça, on l'a appris petit à petit, mais c'est quelque chose qui est connu, c'est-à-dire que le ressenti de la douleur, quel que soit le stimuli de la douleur, il est toujours exacerbé par le niveau de fatigue. Quand on parle des expressions et d'avoir les nerfs à fleur de peau, c'est exactement ça, c'est-à-dire que avec la fatigue, tous nos nerfs sont en état d'alerte et donc le ressenti de la douleur va être majoré par rapport au stimuli, quelle que soit la hauteur du stimuli. Nous, on l'a vu pour par exemple, des injections que l'on a faites. La même piqûre au même endroit, de la même manière, va être ressentie d'une manière différente selon l'inflammation, selon le niveau de fatigue, selon l'état émotionnel, selon un tas d'autres paramètres que l'injection ou la piqûre ou le stimuli de la douleur en lui-même. C'est ça et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir où on en est. Il y a un outil tout simple, hein, que moi je fais utiliser qui est la météo intérieure. Pour savoir un peu, dans quel état est-ce qu'on se trouve. En gros, je dissocie 3 zones, comment va ma tête, comment va mon cœur, donc comment vont mes émotions et puis comment va mon corps et l'idée c'est d'en faire la description avec le plus de recul possible. C'est-à-dire que factuellement, j'ai mal à tel et tel endroit, je suis comme ça aujourd'hui, je me sens comme ça. Pourquoi? C'est pas juste pour se regarder le nombril, mais c'est surtout pour pouvoir adapter un petit peu, en tout cas si on le peut, adapter nos gestes, nos relations, nos rendez-vous, pour ne pas justement se mettre dans des situations qui vont aggraver la culpabilité souvent, hein, d'ailleurs. Parce qu'on va se dire: «Bah, tiens, j'avais prévu d'aller au sport et puis de voir 2 copines et puis, en fait, je suis pas capable de le faire, quoi». Oui, ça, on en revient un petit peu à la notion des plans B, effectivement. La fatigue chronique nous impose d'être toujours dans cette souplesse, enfin directe pour toi et Oui. indirecte pour moi,
de dire: «Bon, ben, on a des plans, c'est prévu comme ça pour demain, par exemple, mais ben, il faut savoir que ça peut se passer autrement parce qu'à un moment donné, il ce qui était prévu va pas pouvoir être réalisé à cause de cette fatigue». Je crois que la chose la plus difficile dans ces moments-là, c'est que je pense que j'ai quand même cette force de caractère qui fait que, même mâcher le matin, petit à petit, je me bats, je me relève, j'y vais et au moment où je sors, j'ai un corps qui n'imprime pas nécessairement la fatigue ou la douleur. Alors ce qui est sans doute une grâce d'un côté. Ce que tu veux dire, c'est que visuellement, enfin, physiquement, ça ne se voit pas forcément. Et puis, j'ai aussi ritualisé certaines choses. J'ai pris l'habitude de prendre soin de moi parce que moralement, quand c'est comme ça, on sortirait bien en jogging claquette, et puis c'est parti. Si je fais ça, plus je me vois, moins j'aime ce que je vois, j'ai déjà pas une grande confiance en mon corps et en fait, c'était une spirale infernale. Donc ce que j'ai fait, c'est que ritualiser le fait de prendre soin de soi, d'essayer de trouver des vêtements qui sont bien. Je parle souvent de mes lunettes, j'en rigole parce qu'on y reviendra, mais quitte à avoir des maladies, les yeux, ça va pas non plus. Donc, mais d'essayer d'avoir des lunettes, sympas qui changent. En fait, essayer de transmuter tous ces trucs qui pourraient être des tas, parce que j'ai des verres super épais, parce que bah, d'essayer de faire en sorte que esthétiquement, ça me plaise, en tout cas pour mieux vivre cette chose-là. Et puis, on peut quand même mettre un coup d'anti-cerne et compagnie. Quand on sort, quand je sors, on dit: «Waouh, mais tu es rayonnante» et le «tu es rayonnante», souvent il fait mal. Il fait franchement super mal. D'un autre côté, je préfère ça que qu'on me dise: «Ah bah, dis donc, aujourd'hui tu as une sale gueule, hein». C'est voilà. Toujours plus agréable, mais c'est vrai qu'on en revient toujours à cette, question de la reconnaissance un petit peu de ce que l'on est, de ce que l'on vit Ouais. et c'est vrai qu'il y a un décalage souvent qui s'opère parce que ce soit la douleur ou la fatigue, hem, tu peux pas t'inscrire dedans en disant: «Je suis cette maladie, je suis cette fatigue» C'est ça, et pas s'identifier à voilà, ça, ouais. quelque part, ça te plombe, mais tu es reconnu dedans. C'est-à-dire que si tu arrives, la tête en vrac et machin, les gens vont dire: «Ah ouais, là, ça a l'air de pas aller». Donc tu as cette reconnaissance-là, mais c'est dur de s'en sortir après. Et quand tu as la volonté de vouloir te sortir de ces images-là et de ces fardeaux-là, Mmh. quelque part, tu perds la reconnaissance des autres en face. C'est ce qui est difficile des fois C'est ça, à trouver à et jongler. c'est ça et ce qui fait que parfois je peux le comprendre et d'ailleurs j'ai eu des personnes en coaching comme ça qui m'ont dit: «Mais écoute, quand je suis mal, quand je suis au fond du lit, mon mari s'occupe de moi, il fait attention à moi, tandis que lorsque je vais bien, bah, il reprend ses activités et puis il fait moins attention à moi». Donc oui, parfois il y a vraiment des choix et quasiment des dilemmes, comme ça et l'enjeu c'est que ça soit conscient en disant: «Voilà, je fais le choix, moi, de prendre soin de moi, peu importe ce que l'on va penser, parce que c'est pour soi avant tout, mais je pense que pour ça, il faut aussi avoir cheminé, quoi. C'est pas ça Et n'est puis pas naturel». pour l'autre à côté, bon, quand on sait pas ce que c'est le la fatigue chronique, tout comme la douleur, quand on l'a pas vécu intérieurement, c'est difficile de se rendre compte du niveau de fatigue ou de Oui. douleur. Finalement, les 2 éléments sont comparables. Bon, moi, j'ai déjà eu mal, j'ai déjà été fatigué, mais en fait, jamais au niveau de ce que ça a pu être pour toi. Donc je peux pas clairement, me représenter ce que ça implique Mmh. et je me souviens pas si ça a été le cas, mais j'ai pu me dire que peut-être que, bon, tu avais pas la force de faire plus d'efforts à ce moment-là ou Oui. pas. Pour autant, voilà, si j'avais eu la moitié de ce niveau de fatigue ou de douleur, je serais resté, 48 heures au lit, tu vois? Donc Ouais, c'est mais des fois, c'est subtil, hein, la question de est-ce qu'on a la force de faire les choses ou pas? Cette fatigue-là résout le questionnement. C'est-à-dire que c'est un niveau de fatigue, je dis souvent dans ces moments-là, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Je sais pas par quel mécanisme, en général, il tape très fort et enfin, il y a quelque chose, moi, qui me marque chaque fois, c'est que le niveau de fatigue est toujours décorrélé de l'action. C'est-à-dire que je peux me dire: «Tiens, je vais passer l'aspirateur dans le salon», je peux aller dormir 2 heures après, quoi. Alors que, l'action en face est pas exceptionnelle et c'est ça qui est d'autant plus culpabilisant dans cette société où on est toujours dans quelque chose de très proactif, de très volontariste, quand on veut, on peut. Nous qui avons été élevés par le sport et le sport de haut niveau,
Le fait de dire: «Ouais, mais maintenant allez on y va, si tu veux tu bouges». Bah ouais, mais en fait tu as beau vouloir, tu ne bouges pas, quoi. Et ça a demandé une déprogrammation. Chez moi, ça a été très, très, très compliqué. Je pense que ça l'est encore un peu, ceci dit, parce qu'accepter de se dire: «Mais non, en fait, tu ne peux pas», c'est quand même toujours associé à être faible. Pour ça, peut-être plus de ton côté effectivement, que du mien. C'est vrai que moi, à ce niveau-là, j'ai accepté que ça faisait partie de cette vie et qu'effectivement, moi, aujourd'hui, c'était ça, demain, ça pouvait être autre chose et bah, qu'il fallait composer avec ça. Alors, c'est pas moi qui ai à composer avec la fatigue. C'est vrai que moi, bah, je me lève le matin, je peux être fatigué, parce que je me lève tôt et j'enchaîne et tout, mais bon, passer la première demi-heure, où je suis un peu dans le coltard, je suis reparti et ça va, quoi. Donc j'ai pas à me plaindre de ça, j'ai pas à dealer avec ça comme tu as à le faire. Mais pour toi, moi, j'ai accepté, ça. Ça n'empêche pas certains moments de frustration, voilà. Mais en tout cas, il y a pas de culpabilisation, d'accusation Non, ah bah, de pas ma de ton part. côté, non. On en revient toujours à cette confiance qui est indispensable d'avoir, en l'autre. C'est nécessaire de parler, d'échanger, de dire, voilà, où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'organiser, parce que sinon effectivement on est dans la supposition. Beaucoup de personnes connaissent finalement ce genre de fatigue chronique. Pourquoi? Parce qu'avec les burn-out, forcément toutes les maladies auto-immunes, maladies inflammatoires chroniques, toutes les personnes qui ont eu des passages dépressifs, je parle même pas de tout ce qui est cancer, post-chimio, Traitement, tous ouais. les traitements, toutes ces choses-là. Moi, je sais que j'ai dû faire des choix. On sort assez peu finalement, on va très peu manger à l'extérieur et on invite très peu parce que, personne ne se rend compte de ce que ça demande comme effort. Faut vraiment voir, ça comme un verre qui est déjà plein et des fois, la goutte d'eau qui tombe, c'est vraiment celle qui fait déborder, Ouais. ce niveau de fatigue. Dans le quotidien de beaucoup de personnes, Ah ouais. tu as un stress, Instauré, chronique, instauré, que ça soit ouais. par le travail, mais que ce soit par les sollicitations extérieures, que ce soit le téléphone, que ce Bien soit sûr. tous les écrans, que ce Et soit d'ailleurs je pense qu'il y a un énorme delta entre ce que l'on considère, nous, maintenant, en France, en 2026, comme étant un stress et ce que le corps, lui, considère comme étant un stress. Je suis partie il y a 2 ans de cela, j'ai fait une cure, en Inde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une femme, en Inde, à 11 de tension, c'est déjà quand même beaucoup et moi, quand je suis arrivée, j'avais 13 po je dis: «Mais 13, ça va, je suis pas hyper tendue». En plus, je viens d'une famille hyper tendue, donc je sais ce que c'est. Normalement, ça tape à 17, 19. Là, c'était pas le cas. Mais parce que pour eux, une femme ne doit pas monter, aussi haut. Nous, on s'est habitués, un peu comme la grenouille dans la marmite là, qui bout progressivement. On s'est habitué à des niveaux de stress élevés, on s'est habitué à des niveaux de tension intérieure, des un niveau assez chaotique à l'intérieur et puis on l'a normalisé. on crée un stress, une fatigue et voilà et qui petit à petit, s'accumule jusqu'au débordement. Et là où, on parle de cette accumulation de fatigue où effectivement, si on n'a pas des moments sas de récupération et ben, on vide jamais son verre. Donc en fait, j'aime bien cette image-là, parce que elle est assez parlante. Plus ça va, plus on a rajouté de la contrainte et moins on a enlevé de charge. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. C'est ce sujet de la fatigue chronique va cette fois-ci bien au-delà du couple et de la maladie. C'est quelque chose, je pense, fondamentalement que beaucoup de personnes connaissent. Simplement, nous, on a normalisé certaines choses. C'est normal d'être éclaté le matin et de boire un demi-litre de café pour démarrer. Voilà, Boire du café, prendre de la vitamine C ou d'autres choses parce que c'est ça. je pense que dans les générations qui arrivent, on a normalisé aussi la consommation d'un certain nombre d'excitants, et ben, oui, oui, c'est pas normal, en fait, d'avoir besoin de ces 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 molécules-là, Mmh. pour démarrer la journée. Ouais, mais est-ce que ça ne correspond pas aussi à une réponse? C'est-à-dire que souvent, ce qu'on nous montre, alors beaucoup les réseaux aussi, hein, on va pas se mentir. Moi, le matin, je me lève à 5 heures, je fais ça, j'ai médité, j'ai bu mon matcha, je me suis étirée. La nana, elle est galbée, elle est magnifique, elle est gaulée, elle a 6 enfants. Et c'est toujours ce delta-là entre ce que je vois à l'extérieur, ne connaissant pas la vie des autres évidemment, et ce que je suis vraiment à l'intérieur.
Mais après le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu d'autres, pays, d'autres façons de vivre, que ce soit en Inde ou quand on a été en Indonésie là, les gens se lèvent tôt et travaillent jusqu'à tard. Sauf qu'ils mènent pas la même vie que nous et on le voit, enfin, tu prends le taxi là-bas, le gars il fait sa course, si tu en as pour 2 heures à visiter un temple, Mmh. un autre truc, il t'attend et donc le gars il est pas en niveau de stress continu. Combien de fois au Vietnam, par exemple, on est arrivé dans une boutique qui était vide, la personne, elle dormait en attendant par terre et tu empagnes un bout de truc, elle dormait et puis hop, tu arrives, elle se lève, elle te dit bonjour et puis voilà. Ce qui fait que réellement, elle s'est reposée entre 2. On n'est pas fait pour cette suradaptation, perpétuelle, en continu sur la une journée. Nous, on le voit par exemple avec tout le travail à distance. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont expérimenté ça dans le télétravail là, dans les années 2020 pardon, où on s'est dit: «Bah, chouette, je peux télétravailler chez moi donc quelque part je travaille pas vraiment». En fait, c'est souvent pire. Alors certains arrivent à mettre des cloisons effectivement entre le professionnel et la famille, mais en fait, les mails, on peut y répondre un peu tout au long de la journée. Donc, finalement, au lieu d'embaucher à 9 heures, des fois, on embauche un peu avant parce que, enfin, indirectement, Ça. parce qu'on commence à répondre à des mails. En fait, il y a plus de barrière professionnelle dès lors qu'est arrivé tout ce système digital. Il y a plus de fin de tâche. Dans les neurosciences, on dit que quand une tâche est aboutie, terminée et gratifiante, on a un petit shoot de dopamine, en tout cas d'hormones positives qui viennent un peu contrebalancer toutes ces hormones de stress et pro-inflammation. En fait, on est dans le monde sans fin. On est connecté tout le temps. Maintenant, les applis, les trucs, on n'éteint plus rien. Le téléphone sonne tout le temps. Maintenant, on nous dit en permanence: «Ah, j'ai essayé de t'appeler», mais parce qu'on est censé être là, disponible tout le temps. Et moi, j'aime bien rappeler aux gens, mais comment on faisait alors bien sûr, c'est notre génération, mais quand tu avais un fixe, bah, tu attendais que l'autre rentre chez lui. Point. Enfin, des fois, même les générations nos générations, la génération de nos parents ont pris cette Ah mais habitude-là. bien sûr. On était plus monotaches. Bah, ouais. Et là, on Donc fait, plein de un choses peu en même tout le temps. temps. Vouloir, gagner du temps, en fait, on fait toujours plus de tâches. On va pas gagner en énergie et je sais pas, hein, je suis pas économiste du tout, mais, je sais pas si on a gagné en productivité en faisant ça. Et puis quand tu vois la quantité d'arrêts maladie, heu, pour, fatigue, épuisement, Et puis la consommation d'antidépresseurs, c'est pas ça. anxiolytiques et compagnie. Ouais. Et dans ce même questionnement-là, on se dit qu'effectivement, dans la rapidité, dans le tout le temps, dans le fait d'être, entre guillemets «compétitif», il y a aussi, oui, en tout cas pour les personnes, je parle pas pour pour les personnes, épuisées, je parle pour moi, mais il y a une espèce de complexe, qui arrive parce que je sais pas comment font les gens. Je ne sais pas. De toute façon, les personnes qui me connaissent savent que je peux dire: «Allez, on peut déjeuner un midi, on peut faire un truc», mais dire: «Ah bah, là, on est là, tel week-end, on est là, là, on part en vacances, là, on revient en vacances, on a visité ça, 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 ça». Mais c'est impossible, mais mon ça ne peut pas exister dans mon monde, ce qui crée aussi un isolement. Bah, au bout d'un moment, je suis frustrée de déprogrammer ou d'expliquer que je ne peux pas. Moi, si j'arrive déjà à faire ma journée de travail sans décalage, sans pic de douleur, sans déprogrammer de rendez-vous ou ma semaine sans déprogrammer de rendez-vous, c'est déjà énorme. Donc quand on me dit: «Ah bah, tu sais pas quoi, vendredi soir, il y a un pot, il y a un truc, il y a une soirée», fouf, c'est impossible en fait. Moi, pour le coup, oui, j'ai davantage grandi un petit peu avec cette, croyance-là et capacité-là, parce que j'ai pas été, impacté par ces soucis-là. Mais le fait d'avoir été à ton contact, il a fallu, que je m'adapte et je pense que si j'ai pu mener de front tout ce qu'il y a eu à mener de front, c'est parce que je t'ai suivi en partie sur ces rythmes-là. Je suis allé travailler quand j'avais à travailler, je me suis pas arrêté, ça fait 15 ans que je suis infirmier libéral, je crois pas m'être arrêté une seule fois. Mais le fait d'avoir, pris conscience de l'importance de ces moments de décompression, du respect. Alors c'est une lutte, hein, des fois contre soi-même, hein, parce que ça, c'est vrai que quand je partais en vacances avec mes parents, bah, on profitait au maximum. Alors profiter au maximum, ça veut dire faire le maximum de choses, sauf qu'effectivement, bah, il y a davantage de tension, tu plus fatigué, tu te cries plus C'est dessus. Est-ce que c'est ça profiter ou enfin nous, c'est ce qu'on a fait nous tous les 2 par la suite et après avec les enfants.
C'est de dire: «Bon, on part en vacances, OK, mais on court pas dans tous les sens». Ouais. On court déjà beaucoup toute l'année. On peut pas et visiter, tel et tel monument et apprendre à se connaître et dire: «Bah, tiens, au fait, la semaine dernière, ça n'allait pas, qu'est-ce que tu en penses?» parce que souvent, on a en plus des réajustements à faire, des retours sur certains événements et tout ça, c'est énormément de temps, de communication, Oui, de ça a été, peut-être notre grande force et notre grande chance au début de notre histoire, c'est que, comme on était très jeunes, on avait très peu de moyens. Du coup, et bah, le temps qu'on avait de libre, il était pour parler, il était pour, ouais. échanger. Donc c'est vrai que ça a fondé des bases très solides, qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on perd ça, bah, ça nous manque et donc on a besoin d'y retourner, d'y revenir parce que c'est notre base et que, à partir dans tous les sens, on sait qu'on s'éloigne, qu'on se perd. Oui, on Donc se perd et d'ailleurs, c'est souvent dans ces moments-là que ça s'accroche, quoi. mmh. C'est souvent dans ces moments-là parce que, heu, on n'aura pas fait en gros, je reviens sur mes mises à jour, mais c'est un petit peu comme ça, à chaque étape du parcours, il y a des mises à jour à faire et quand on fait pas ces mises à jour-là, ben, tu as une vision des choses, j'ai une autre vision des choses, tu es fatigué, moi aussi, j'ai mal, on forcément, on a plus de mal à faire un pas vers l'autre. Si on est vraiment amis, si on aime la personne avec qui l'on vit ou la personne avec qui on va échanger ce moment, on peut pas être, égoïste à se dire, «Bon moi j'ai profité, si elle est fatiguée tant pis pour elle, mais en tout cas ça me regarde pas». S'accaparer des fois le temps, des personnes que l'on a en face. Je vais pas bien, j'ai besoin de parler donc tiens Léna, c'est plutôt cool de lui parler, elle est de bons conseils, elle me comprend, elle peut me mais je demande pas si elle est disponible, si ça va ou machin, je vais Mmh. prendre son temps parce que ça me fait du bien. Alors je comprends que dans des situations de détresse, on se rattache à tout ce qu'on peut. Mais on peut pas être en situation de détresse, Oui. régulière et dire, bah, là, mon temps, c'est son temps, c'est ça peut être sa fatigue, ça peut être tout ça donc Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a aussi, appris à nos filles. Forcément, ça se vérifie encore plus quand en face, on a une personne qui est fatiguée ou qui a une pathologie, mais ça devrait être un fonctionnement quasi général. Nous, souvent, on a 3 filles, je trouve que c'est important et je ne donne pas de leçons, mais en tant que parent, de dire aux enfants: je ne suis pas c'est pas une poubelle dans laquelle tu viens déverser toutes tes questions. Il y a un temps pour tout, donc tu me demandes moi: «Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Tu as besoin de parler? Est-ce que c'est le moment pour moi?» et à partir de là, on y va. Mais je ne suis pas obligée d'écouter ou tu ne m'imposes pas en tout cas ah oui, ta discussion et ça devrait être quasiment global, c'est-à-dire en dehors de toute pathologie. Je pense qu'on ne devrait pas se projeter, se servir dans l'autre, comme ça et dans le couple aussi. ouais, ouais, moi qui n'ai pas ces mêmes problématiques-là, heu, on a 3 enfants. Si chacune de mes 3 filles viennent me raconter leur journée, il y a un problème de temps à un moment donné. Je peux pas entendre 3 Complètement. journées en ayant une moi-même. Mathématiquement parlant, ça ne marche pas. Donc à un moment donné, c'est recadrer. L'enfant alors c'est vrai qu'on est dans une évolution c'est pas d'aujourd'hui, ça a toujours été avant, l'évolution de la place de l'enfant, de l'éducation, de ceci, de cela. À un moment donné, l'enfant doit avoir sa place d'enfant et dans le respect du parent. L'enfant a pas tous les droits. On se rappelle que ce n'est pas le cas des 3/4 des sociétés de cette planète, en tout cas au niveau numéraire. Déjà, quand on a pris l'Inde avec son 1,5 4 de personnes, l'enfant n'est pas le socle du couple et donc l'enfant s'habitue. C'est lui qui fait l'effort d'adaptation. Nous, on est dans une société qui tourne autour de l'enfant et le parent culpabilise de ne pas pouvoir faire telle et telle chose, presque sans excuse, et essaye de compenser tout ce qu'il peut et c'est vrai que la compensation, on peut la payer, ultérieurement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut payer très cher après. Ouais. La place de la femme a énormément changé ces dernières décennies où, non, quasiment toutes les femmes travaillent, donc elles ont un rôle en termes de travail équivalent à l'homme, mais en plus elles doivent être mères au foyer, elles doivent, gérer l'éducation des enfants, gérer, tout ce qu'il y a à gérer dans une maison, dans un foyer. Donc comment tu ne veux pas être épuisé, dans ce fonctionnement-là? Ça, il y a
il y a forcément une évolution vers un épuisement chronique. C'est inévitable et puis avec souvent la culpabilité de dire, moi je le dis parce que j'ai beaucoup, beaucoup entendu en rendez-vous: «Ah oui, mais quand même, comment ils faisaient? Nos grands-parents n'avaient pas de machine à laver, nous on a des robots en cuisine, on a». Ah oui, mais les grands-parents, c'est pas compliqué. À leur époque, déjà il y avait le vêtement du dimanche pour aller à la messe et peut-être un vêtement ou 2 de la semaine. Quand on voit nos dressings, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur ce genre de standard-là. Donc déjà, il y avait pas autant de lessive. Il y avait pas certes, il y avait pas de machine à laver, mais il y avait pas autant de vêtements. Il y avait pas non plus, de choix du menu. «Mon chéri, qu'est-ce que tu veux manger ce soir?» ou «Qu'est-ce que» non, c'est que c'était l'hiver, c'était certainement soupe salade, l'été, c'était salade, patate, enfin j'en sais rien, c'est un peu caricatural comme ça. Moi, j'ai grandi aux Antilles. Mais ceci dit, bah non, moi chez ma grand-mère, c'était quand même soupe, elle préparait ses légumes et tout le soir, viande les dimanches souvent avec des haricots rouges ou tout ça, mais c'était les mêmes menus. Tu pouvais passer toute la semaine, tu savais très bien ce que tu allais manger. Il y avait pas une carte digne d'un restaurant, tu vois? Maintenant, c'est: «Ah, est-ce que vous variez vos repas? Est-ce que vous variez ci? Est-ce que vous variez ça?» Et on y viendra parce que l'alimentation a une place importante dans nos vies aussi. Mais effectivement, rajouter de la contrainte à la contrainte, plus un petit coup de culpabilité, et ben là, on trouve et l'épuisement et le moral dans les chaussettes. Dans l'idée, nous, ce qu'on aimerait pour aujourd'hui, c'est de vous proposer 2-3 pistes. Alors, la règle n'a pas changé, hein, chacun, chacune prend ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais effectivement, vous proposez quelques pistes cette fois-ci, pour essayer de mieux vivre cette fatigue chronique puisque comme Sylvain l'a dit, au niveau hormonal, il y a quand même quelque chose de très physiologique, hein, qui se passe et par exemple, moi déjà, effectivement, premier conseil que je ne suis pas tout le temps, mais que je m'entraîne à suivre de plus en plus, c'est déjà d'essayer d'aller se coucher à la même heure, de créer des rituels. Créer des rituels, comment je vais me coucher, ce que je fais avant d'aller me coucher, à quelle heure je vais dormir et de baisser la lumière puisqu'on sait que généralement toutes les lumières, y compris tablette, téléphone, lumière bleue, mais lumière artificielle, bloquent la production de mélatonine. Donc de ritualiser le coucher un peu comme quelque chose déjà de positif quoi, que ça ne soit pas une contrainte, le polariser comme ça. Pour ceux qui méditent, mettre une petite méditation, quelque chose qui fait du bien, mais en tout cas, calmer le système nerveux avant d'aller se coucher. Moi, je vais aller sur un terrain plus, on va dire, émotionnel en disant que c'est important dans le couple de savoir dire alors déjà de se connaître, savoir ce qui est bon pour nous et de savoir l'exprimer parce qu'effectivement, bien évidemment, on n'a pas envie d'abandonner la personne avec qui on est lorsque il y a un moment difficile, que ce soit le soir, que ce soit le matin et en même temps, à taire notre besoin et ben, on s'enfonce nous-mêmes dans quelque chose de négatif pour notre corps et de négatif pour le couple puisqu'on l'a dit tout à l'heure, si soi-même on est fatigué, si soi-même on est tendu et ben, la relation sera moins fluide. Donc à un moment donné, dire selon ce dont on a besoin, c'est important. Respecter son rythme, ça veut pas dire qu'on tient pas compte de l'autre. Au contraire, on lui dit: «Ben, voilà, écoute, là, je j'atteins ma limite et j'ai vraiment besoin d'aller, me coucher, de dormir» et voilà, même si, ça peut être un peu déchirant à ce moment-là, l'autre comprendra que c'est pour, revenir Ouais. plus en forme le lendemain. On est très adepte des 4 accords, Toltec. Le principe de ne pas faire de suppositions, ça commence par, poser des questions C'est ça. et échanger. S'il y a pas cette communication, il y a pas cet éclaircissement et donc c'est sujet à interprétation. Du coup, s'il va se coucher là, est-ce que c'est parce qu'il s'en fiche, que j'ai mal ou est-ce qu'il pense que je fais semblant ou est-ce que voilà? Ah bah, petit rappel, hein, à la team qui souffre, vous savez comme moi à quel point quand on a mal, on peut avoir des idées pourries, mais alors pourries, pro max comme disent les jeunes. C'est voilà, c'est-à-dire que dans ces cas-là, le mental, il va commencer à souffler des trucs, mais des trucs auxquels on ne pense jamais. Donc les suppositions sous douleur ou sous mal-être, il faut
arrêter, il faut oublier, il faut mettre le cerveau sur pause et se dire: «Là, je ne réfléchis pas». Si même le truc le plus simple, oui, même si c'est: «Est-ce que tu m'aimes?» Voilà. «Est-ce que tu m'aimes?» Bon ben, allez lui demander. Mais ne faites pas de déduction dans ces cas-là. La grille de lecture est complètement pétée à ce moment-là. Ouais, ça fausse tous les ressentis et toute la compréhension de la situation. Mais et ça, nous, on peut le comprendre parce que si on souffrait ou on était à ce point-là fatigué, on vaudrait pas le dixième de ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, c'est toujours un système de respect mutuel, un système d'écoute, un système de confiance et d'amour. Puis on fait partie de la même équipe, hein, donc on travaille ensemble. Si on doit conclure, effectivement, la fatigue chronique, c'est quelque chose qui existe vraiment, qui touche beaucoup plus de personnes qu'on l'imagine. Souvent, c'est le révélateur, c'est le jour où les gens ne se lèvent pas parce que ils sont en état de burn-out complet, le corps ne répond plus. Le but, c'est de ne pas en arriver là. Et donc voilà, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de la paresse, mais ça demande voilà, des ajustements, du dialogue, de l'écoute, de la résilience. L'idée, c'est de trouver son équilibre comme dans tout, parce que c'est ce qui compte, quoi, en fait, dans sa communication, dans son couple. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous aussi, on vous dit: «Prenez ce qui vous parle, le reste, laissez-le ici. Ne vous prenez pas la tête parce que vous êtes seul souverain de votre quotidien, de comment ça se passe. S'il y a des petites choses qui partent, qui résonnent, eh ben, c'est cool, on aura déjà gagné». En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc encore une fois, nous, on a passé un excellent moment. L'épisode arrive à sa fin parce qu'on pourrait passer encore 2 jours à discuter. On fera, mais dans les prochains sujets. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Si ce qu'on a partagé, peut aider quelqu'un, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à partager ou à nous suivre sur Insta ou tout ça. Vous savez que c'est les débuts, on n'est pas non plus, des pros du truc, mais en tout cas, c'est du vécu, c'est du vrai et n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, On est plus fort. à 2. À bientôt.